Bonjour Pierre Verza, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc le président de Syntec Ingénierie, fédération professionnelle de l'ingénierie, près de 400 entreprises adhérentes, 13 délégations régionales. Si on pose un peu le décor, c'est quoi vos missions ? Les missions de l'ingénierie, elles sont partout, elles accompagnent toutes les transitions. Ouais. C'est notre boulot, c'est de focaliser des ingénieurs, des cerveaux, là où il y a un nouveau besoin. Gustave Eiffel a géré la transition du métal, Freycinet a géré la transition du béton. Et là, actuellement, on gère la transition écologique, la transition énergétique, l'hydrogène, enfin tous les nouveaux sujets où il faut concentrer de l'ingénieur. Oui, donc c'est vraiment quasiment tous les secteurs. Partout, les produits, les services, le secteur de l'énergie, du bâtiment, des infrastructures. On construit le métro à Paris actuellement, puis on aide Airbus à construire des avions, on aide Stellantis à développer des nouvelles voitures. C'est un métier protéiforme. Et vous êtes le métier de l'intelligence, en fait. Et donc vous êtes évidemment au cœur des enjeux du nucléaire. Quand Emmanuel Macron annonce la construction de 6 nouveaux réacteurs EPR, quelle perspective ça ouvre pour la filière nucléaire, pour les métiers de l'ingénierie ? Alors d'abord, on dit enfin. Parce qu'on avait déjà, moi j'avais déjà publié une tribune en mars 2021 et ça fait un moment qu'on appelle de nos voeux la reprise de la filière nucléaire pour des raisons de transition écologique aussi et puis effectivement pour des raisons industrielles. Et effectivement, le premier réflexe, et on l'avait déjà annoncé, nous sommes capables de le faire. Alors le président Macron est même allé plus loin en ouvrant des options pour des tranches supplémentaires, mais après tout est une question de durée. Le projet de 6 tranches, ça fait un moment qu'il traîne. Depuis 2020, on en parlait en disant c'est le bon... En plus, c'est la bonne quantité pour optimiser le processus industriel. Donc, on s'y préparait et on a déjà des projections d'effectifs correspondant à ce scénario. Alors justement, il y a aujourd'hui dans la filière nucléaire 220 000 emplois répartis dans 3 000 entreprises. Pour tenir, je reste sur ce qui est annoncé, on va dire, avec certitude, sauf changement de... Voilà, on est en pleine campagne présidentielle. 6 nouveaux réacteurs nucléaires. Combien d'embauches pour tenir ces objectifs ? Vous dites on a anticipé. Eh bien, paradoxalement, l'effectif dans le nucléaire pur était en baisse. Malgré le soutien de la construction de Flamanville et puis un peu le soutien à l'export sur Hinkley Point en Angleterre, on avait quand même une légère érosion de l'effectif. Donc déjà, arrêter l'érosion, ça nous permet d'absorber une partie du sujet. Et nos prévisions, nous, on a un observatoire pour les professions de l'ingénierie. D'ici 2023, on a un effectif qui va croître très légèrement. Après, il faut anticiper une croissance qui peut être de 3 000, 4 000 personnes en 2025 et après, mais ce ne sont pas des enjeux massifs. Ouais. C'est ce que la France est capable d'absorber en faisant bouger ses ingénieurs d'un secteur à l'autre. Oui, mais alors justement, il y a une double question, la question de l'attractivité, on va y revenir. Et puis quand même, je lisais, l'autorité de sûreté nucléaire estime que la filière nucléaire va devoir recruter 4 000 ingénieurs par an. Pour répondre à ces objectifs. Aujourd'hui, c'est quoi ? C'est quelques, je n'ai pas les chiffres, hein, c'est quelques centaines par an ? Aujourd'hui, EDF continue, enfin la grande maison EDF, 160 000 salariés, continue rien que pour son parc en exploitation, il faut des ingénieurs partout, pour la maintenance, le renouvellement des équipements, et donc ils ont déjà des flux de recrutement qui sont très importants. On a déjà des flux importants de recrutement. Ils annoncent 15 500 recrutements cette année, EDF. Oui, alors c'est 15 500, mais avec 7 000 stagiaires, enfin à la fin il reste 1 600 ingénieurs pour le nucléaire. C'est pas mal. C'est bien et ça rend la filière attractive. Donc c'est un bon signal. Il faut envoyer ce genre de signal. Nous recrutons. Mais est-ce que c'est pas un peu la méthode Coué ? Parce que vous dites que la filière est attractive. Elle l'était moins, peut-être parce qu'il n'y avait pas de grands projets d'ailleurs. Oui, le fait qu'il y ait des grands projets, qu'EDF annonce des embauches à son niveau, que tout le monde comprenne que le nucléaire, ça contribue à la décarbonation, on a vraiment un jeu gagnant. On a eu ça dans l'aéronautique, c'est le succès d'Airbus qui a fait toute l'attractivité de la filière. Donc il faut vraiment un leader comme EDF qui tire l'envie. Un projet qui fait rêver, et décarboner, ça fait rêver, et on le voit bien, en plus, avec les problèmes d'accès au gaz, par exemple, on sent bien qu'être autonome, ça a un prix, ça a un intérêt aussi, c'est peut-être quelque chose qui va monter en puissance, parce qu'on est très fiers d'être autonome énergétiquement avec notre parc nucléaire. Donc je pense que ça va réamorcer la pompe à recrutement. En même temps, nous avons d'autres secteurs qui souffrent. L'automobile est un peu à la peine, c'est un secteur qui a un peu tendance à réduire ses effectifs, notamment en ingénierie, parce que le marché est mondial, l'ingénierie est dispersée dans le monde entier, et donc on va aussi avoir des viviers de reconversion d'ingénieurs. Oui, donc vous dites qu'il y a un phénomène de vase communicant en quelque sorte. Comme toujours. Oui. Comme toujours, on n'est pas très inquiet. Vous savez, le métier de l'ingénierie... Ça veut dire qu'il ne faut pas en former beaucoup plus. C'est ça la question. Alors, le vrai enjeu, il est plus global. Il n'est pas nécessairement sur... Le nucléaire va être une révélation en disant « Ah, mais il en faut plus », ça va être un révélateur, mais globalement, il faudrait générer 50 000 ou 60 000 ingénieurs par an. Et on en produit 40 000.
Et en plus, il y en a certains qui partent tout de suite après à la Silicon Valley ou dans le reste du monde. Donc on en recrute à l'extérieur, ensuite on en fait venir des pays émergents, c'est ce qui est malsain, puisqu'on affaiblit ces pays, ce qui prouve qu'il y a un vrai enjeu global de génération d'ingénieurs en France. Oui, il en manque. Nous, chaque année, rien que dans l'ingénierie, notre métier de sous-traitance, il nous en manque 6 à 7% par an, c'est du PIB perdu. Donc il faut vraiment, et le seul message d'ailleurs qu'on a envoyé pour les présidentielles, c'est recrutement, enseignement supérieur, plus ingénieurs. Mais alors, si on essaye on va continuer de se projeter dans l'avenir, mais de là, maintenant, jeter un coup d'œil dans le rétroviseur, est-ce qu'on a perdu des talents faute de grands projets? C'est-à-dire que, vous voyez ce que je veux dire? Ah oui. Il y a un moment où mais même, il y avait les projets français, mais même le fait de ne pas forcément candidater sur des projets étrangers, au bout d'un moment, on assèche le vivier. On en a perdu. On a perdu Abu Dhabi, donc on s'est épuisé pendant des années à faire des projets, des appels d'offres internationaux qu'on n'a pas gagnés. Et on n'a fait que quelques projets. Et quand vous lisez le rapport de 2019 de Jean-Martin Foll sur Flamanville, vous voyez qu'il y a une vraie déficience. On va jeter la pierre à des gens qui, en fait, n'avaient plus de projets à manger depuis des années. Donc mais ça se reconstitue. Ça se reconstitue parce que, par ailleurs, la France est un pays de grands projets et sait monter en puissance sur des grands projets. Oui, mais ces talents, ces compétences, on les a un peu perdus. Vous parliez de Flamanville, c'est quand même pas rassurant, quoi. Est-ce qu'on a la question générale de l'interview, c'est est-ce qu'on a les moyens de cette nouvelle ambition nucléaire? Alors, les moyens en ingénierie générale, en gestion de projet, en gestion du... Enfin, il y a plein de secteurs sur lesquels ça sera relativement facile de faire bouger les gens. Quand vous touchez des sujets très très spécifiques qui sont liés au nucléaire, notamment sur la soudure, la fabrication des pièces forgées, là, il faut des ingénieurs, il faut des savoir-faire qui mettent des années. Donc, remonter en puissance. Alors, c'est des chaînes de production qui ne sont pas totalement arrêtées parce qu'elles ont quand même refabriqué des couverts de cuves, des couverts de GV. Mais bien sûr, il va falloir monter en puissance sur des technologies et des savoir-faire très spécifiques, notamment tout ce qui est le soudage. On a bien vu, toutes les difficultés de Flamanville, c'est d'avoir des soudures parfaites. Ben, c'est pas si simple. Donc on a les savoir-faire, on a les écoles, maintenant il va falloir dupliquer avec un enjeu de maîtrise de la qualité et c'est vrai que le Flamanville a révélé que c'était pas si facile que ça. C'est lié à un problème de compétences, à des défauts de maintenance, comment ça s'explique? C'est plutôt c'est le manque de volume et le manque d'attractivité. Vous savez, moi j'ai commencé ma carrière dans le nucléaire, j'en suis parti après et j'étais effondré de voir à quel point le nucléaire était devenu un objet de rejet. C'était pas la bonne filière, puis en plus il y a les déchets, enfin rien n'allait et donc on n'attirait plus de talent. Et ça, je pense que ça a vraiment affaibli en profondeur la structure. Alors, il reste quelques dévoués, il reste quelques personnes très dévouées, mais c'est un tout petit noyau. Il va falloir les aider à reconstituer une masse plus importante parce qu'effectivement, les gens sont partis ailleurs. Il y a eu un désintérêt. Enfin, le nucléaire a été conspué pendant des années. C'est miraculeux ce qui se passe actuellement. Mais enfin, il y a 2 ans, quand je disais il faut faire 6 tranches nucléaires, tout le monde me riait au nez ou me regardait en disant. Emmanuel Macron, il a commencé son quinquennat en fermant Fessenheim. Alors, c'était la décision de son prédécesseur, mais quand même. Mais lui-même, alors qu'il a pris beaucoup de décisions un petit peu trash, il n'a pas pu lui-même dire ben non, en fait, il ne faut pas l'arrêter. Alors maintenant, on se rend compte qu'il ne fallait pas l'arrêter, c'est évident. Mais voilà, le mood, l'état d'esprit a changé quand même. Alors, vous nous dites que la France a encore les moyens de son ambition à continuer, à condition d'aller au bout de ce qui a été annoncé par le président Macron. Mais est-ce qu'il y a d'autres pays qui s'y mettent, qui étaient eux aussi sur un mode plutôt antinucléaire et qui sont en train de basculer? Alors, il y en a certains les premiers qui ont continué, mais ils sont toujours restés pragmatiques. C'est les Anglais, donc ils construisent et ils ont d'autres projets nucléaires, même si en même temps ils développent massivement l'éolien. Les Allemands, on n'en parle pas, mais on voit d'autres pays qui, soudain, manifestent leur intérêt ou lancent des projets. La Pologne a lancé des projets, la République tchèque commence à en parler, les Pays-Bas manifestent leur intérêt, un grand pays écologiste pourtant. La Suède en parle aussi. Enfin, tout le monde se réveille en disant, au fond, et je pense que les événements actuels vont aider. Au fond, indépendance énergétique, décarbonation rapide, on se rend bien compte qu'il faut quand même préparer le monde d'après et avoir la capacité électrique pour ça. Enfin bon, tout le monde se rend compte. Voilà, c'est ce qu'on disait depuis des années. Il n'y avait pas d'autre choix que d'avoir une part de notre portefeuille énergétique en nucléaire. Et donc le bon sens est en train de l'emporter. Alors pendant ce temps, l'Inde le fait massivement. Écoutez, même Abu Dhabi le fait, mais c'est pour décarboner Abu Dhabi. Donc le monde entier est en train de bouger et va aussi tirer de la ressource et va faire des appels d'air. Ça, c'est un sujet qu'il ne faut pas ignorer. Nos ingénieries et nos entreprises comme EDF et Framatome sont aussi impliquées sur des grands projets internationaux. Ça va contribuer à mettre la filière sous tension. Mais c'est bien, ça va la rendre aussi très attractive. Merci beaucoup, merci Pierre Verza de ces explications. À bientôt sur Bismart. On passe au débat de ce Smart Impact sur la déforestation importée.